Aujourd'hui, je vais expliquer comment des régimes totalitaires comme l'Allemagne nazie, l'URSS de Staline ou l'Italie fasciste ont réussi à faire accepter la violence à des millions de personnes. L'idée, c'est de comprendre comment des populations entières ont fini par supporter des situations très dures, souvent sans réagir, alors que dans d'autres circonstances, elles auraient été choquées. Dans ces régimes, la propagande occupe tout l'espace. Ce n'est pas juste quelques affiches ou quelques discours. C'est un système complet qui passe par l'école, les journaux, la radio, le cinéma et les organisations de jeunesse. En Allemagne nazie, les enfants apprenaient dès l'école primaire que les Juifs étaient responsables de nombreux problèmes du pays. Les jeunesses hitlériennes mettaient en avant la discipline, la force et l'obéissance. Les jeunes grandissaient avec cette vision du monde sans avoir accès à des idées différentes. Le cinéma servait aussi d'outil important. Certains films présentaient les Juifs comme des criminels ou des manipulateurs. Comme le public n'avait pas d'autres sources d'informations, beaucoup finissaient par croire ce qu'ils voyaient. En URSS, les journaux officiels accusaient régulièrement des opposants d'être des saboteurs ou des ennemis du peuple. Les procès publics suivis dans tout le pays mettaient en scène des personnes qui avouaient des crimes inventés, mais comme toutes les informations étaient contrôlées, il n'y avait aucun moyen de vérifier ce qui était vrai ou faux. En Italie fasciste, Mussolini utilisait aussi beaucoup le cinéma et les parades. Les films montraient des soldats héroïques, même pendant des actions très violentes comme la guerre d'Éthiopie. Avec ce genre de messages répétés chaque jour, beaucoup de gens finissaient par voir le monde à travers ce que le régime leur disait. Cela donnait l'impression que la violence pouvait parfois être une solution normale. La déshumanisation est un autre élément essentiel. Elle consiste à décrire un groupe d'une manière qui lui enlève son humanité. En Allemagne nazie, par exemple, les Juifs étaient comparés à des animaux nuisibles ou à des dangers pour la société. En URSS, certains paysans étaient qualifiés de parasites, surtout durant la famine du Holodomor. En Italie fasciste, les Éthiopiens étaient présentés comme inférieurs pour justifier la guerre coloniale. Quand on entend ce genre de description en continu, on finit par percevoir ces groupes comme des problèmes plutôt que comme des personnes. Cela rend la violence contre eux plus facile à accepter. La peur jouait un rôle énorme dans ces régimes. Même si certaines personnes n'étaient pas convaincues par la propagande, elles n'osaient rien dire à cause des risques. En Allemagne, la Gestapo pouvait arrêter quelqu'un après une simple dénonciation. Les gens faisaient attention à leurs conversations par peur des conséquences. En URSS, les arrestations nocturnes étaient fréquentes. Pendant la Grande Terreur, des centaines de milliers de personnes ont été exécutées ou envoyées dans des camps. Cette situation poussait les gens au silence, même à l'intérieur des familles. En Italie fasciste, l'OVRA surveillait les opposants et pouvait les envoyer dans des camps de détention. La simple idée d'être surveillé suffisait à décourager les critiques. Quand la peur est permanente, la majorité préfère se taire. Et ce silence permet à la violence de continuer sans obstacle. Dans les régimes totalitaires, la violence ne reste pas cachée. Elle apparaît dans la rue, dans les médias, dans les défilés officiels. Et comme elle est visible en permanence, elle finit par devenir quelque chose que les gens remarquent de moins en moins. En Allemagne nazie, des wagons remplis de personnes pouvaient traverser des quartiers entiers. Certains voisins regardaient depuis leurs fenêtres, d'autres continuaient ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, c'est que tout cela finissait par sembler normal, car le régime exposait volontairement sa force et ses actions. En URSS, on voyait partout des affiches et des slogans qui appelaient à dénoncer les ennemis du peuple. Les disparitions soudaines de voisins ou de collègues devenaient presque habituelles. Même si les gens étaient mal à l'aise, ils s'habituaient à cette réalité parce qu'elle se répétait tout le temps. En Italie fasciste, les parades militaires étaient fréquentes et occupaient de grandes places publiques. Les habitants voyaient régulièrement des soldats, des armes, des chars. Cela donnait l'impression que la force et la violence faisaient partie du fonctionnement normal du pays. À force de voir ces scènes, les gens finissaient par ne plus réagir. La violence perdait son caractère exceptionnel et devenait un élément régulier du quotidien. Cette habituation joue un rôle très important car elle affaiblit la capacité de la population à s'indigner. Dans tous ces régimes, beaucoup de personnes ont participé au fonctionnement du système sans forcément penser qu'elles contribuaient à la violence. La participation prenait souvent la forme d'actions simples, presque banales. Certains se contentaient de remplir des formulaires, de classer des dossiers ou de transmettre des documents. D'autres surveillaient des voisins parce qu'on leur avait dit que c'était ce qu'il fallait faire. Beaucoup respectaient les lois du régime sans réfléchir à leur impact.
En Allemagne nazie, de nombreux employés administraient des registres, vérifiaient des papiers ou organisaient la logistique. Ils n'étaient pas sur les lieux de la violence, mais leur travail la rendait possible. En URSS, la peur poussait les gens à participer. Certains dénonçaient des voisins pour éviter d'être accusés eux-mêmes. D'autres répétaient les discours officiels lors de réunions politiques pour ne pas attirer l'attention. En Italie fasciste, les organisations locales surveillaient les habitants. Beaucoup de personnes n'étaient pas profondément engagées dans le fascisme, mais elles jouaient quand même un rôle en respectant strictement les règles du régime. Ce qui rend ces systèmes si puissants, c'est que chacun, en accomplissant de petites tâches apparemment anodines, finit par alimenter un ensemble beaucoup plus violent. Ce n'était pas toujours de la haine ou de l'adhésion, c'était souvent de l'habitude, de la pression sociale ou la peur de se faire remarquer. Tout cela montre que l'acceptation de la violence dans les régimes totalitaires repose sur plusieurs mécanismes qui agitent l'ensemble. La propagande façonne la manière de voir le monde. La déshumanisation fait perdre l'empathie envers certains groupes. La peur empêche les gens de protester. Et l'habituation rend la violence presque ordinaire. Avec tout cela, une société entière peut en arriver à accepter des conditions qui auraient été inimaginables dans un autre contexte. Beaucoup de personnes finissent par suivre le mouvement, parfois sans même réaliser comment la violence s'est installée progressivement dans leur vie quotidienne.